Pendant ce troisième module, on est en train de discuter d'accélération et de détection des particules élémentaires. Pour cette séquence, on est invité dans le hall SM18 du CERN, un hall où, à l'époque, les aimants Large Hadron Collider ont été testés et les pièces détachées sont toujours mises à l'épreuve dans ce hall-là, dont une partie a été transformée en hall d'exposition. À la fin de cette module, je saurai décrire les éléments d'un accélérateur moderne et décrire comment ils ont l'air dans du vrai. Alors, retrouvons notre invité d'aujourd'hui. Alors, pour cette séquence, on est accueilli et on est accompagné par Tobias Görling, qui est un de mes collègues, professeur à l'Université de Genève, lui aussi, et il consacre 100% de son travail à l'analyse des données de l'expérience Atlas, ou LHC. Alors, Tobias, tu peux nous raconter un peu ce que tu fais exactement dans ce domaine? Oui, avec plaisir. Alors, en bref, j'essaye de trouver des nouveaux phénomènes dans les données avec ma groupe. Un petit peu de contexte, le modèle standard est très réussi, il décrit toute la matière visible, toutes les forces, presque toutes les forces. Sauf une, oui. Oui, sauf une. Alors il y a le mécanisme de Higgs qui décrit comment toutes les particules acquièrent une masse. Et on a découvert le boson de Higgs au CERN en 2012, alors tout est très, très bon, mais il y a des défaillances du modèle. Par exemple, on ne peut pas expliquer la matière noire, on ne peut pas expliquer la gravité, c'est la force qui manque. Et il y a d'autres phénomènes, par exemple le fameux problème de la hiérarchie, c'est-à-dire la différence d'échelle. Exactement, la masse de X. Oui, il y a alors des questions. Qu'est-ce qu'on fait? On peut demander nos collègues, les théoriciens, et ils ont des hypothèses qu'il y a des particules. Il faut introduire des particules au-delà du modèle de standard. Et l'hypothèse est qu'on peut créer les nouvelles particules dans nos collisions. Alors, ça, je consacre ma recherche, trouver des nouvelles particules comme les particules supersymétriques ou théorie des dimensions extradimensionnelles. Alors, pour cela, normalement, les sections efficaces que l'on prédit sont très très petites, non? C'est de l'ordre ou plus petit que les sections efficaces qui sont présentées par le modèle standard. Alors pour cela, il faut évidemment un accélérateur, un collisionneur performant. Alors quelles sont les propriétés du LHC qui sont cruciales pour la recherche que tu fais? Exactement. On attend que les particules ont une masse très grande et ça veut dire un taux de production très petit. Ouais. Alors les deux paramètres du LHC les plus importants pour ça, ce sont l'énergie et la luminosité. Et une énergie plus élevée nous permet de produire des particules plus massives. Et la luminosité plus grande, ça veut dire plus de données, un taux de production élevé, plus des événements qu'on peut observer. Alors le LHC est une sorte de double accélérateur et anneau de stockage où les protons circulent dans les deux sens. Alors en principe, c'est presque deux accélérateurs en un, non? Exactement. On a le principe de 2 en 1 pour tous les aimants du LHC. Il y a les deux bobines. Pourquoi on a besoin de deux accélérateurs? Oui, parce qu'on a les deux faisceaux de protons dans les sens opposés. Et alors, il faut deux champs magnétiques. Dans un sens et l'autre circule dans l'autre sens. Et ils se rencontrent au point d'impact. Oui. Il faut la même force de Lorentz vers le centre de l'orbite. Alors, il faut des champs magnétiques, un vers le haut, un vers le bas. Et ça, on utilise des aimants dipôles pour ça. Alors là, on est assis presque sur un de ces aimants dipôles. Tu peux nous expliquer un peu
les éléments de ces aimants? Exactement. Alors ici, on voit les deux anneaux, les deux tubes, et on voit deux bobines, un et l'autre. Ils sont exactement les mêmes. La seule différence est qu'il y a le courant inverse. Et voilà aussi le culasse pour le champ magnétique commun et un cryostat commun aussi. D'accord. Alors dans un de ces bobines, il y a le champ magnétique qui pointe vers le haut et dans l'autre, le même champ dipolaire mais qui pointe vers le bas. C'est-à-dire que l'on dévie les deux faisceaux dans la même direction, bien qu'ils ont une direction inverse, ce qui est tout simplement l'application de la loi de Lorentz, qui est que la force centripète dont on a besoin doit être Q fois V cross B dans ce cas-là. Règle de la main droite. Mhm. Alors, les deux aimants se trouvent dans le même cryostat. Pourquoi on ne fait pas tout simplement deux aimants séparés? Alors on peut réduire le prix comme ça, d'avoir un cryostat commun pour les deux bobines. Ça... Alors, pour les énormes énergies du LHC, il faut des bobines supraconductrices. Exactement. D'accord. Et pour cela, le tout est dans un cryostat. Alors là, les bobines eux-mêmes sont en cuivre, je crois, non? Alors, le système magnétique, peut-être quelques chiffres sur le système magnétique qui montrent que c'est vraiment très important, essentiel pour les LHC. On a les 27 km de circonférence, 85% sont pour juste les aimants, pour le système magnétique, et 75% pour le dipôle, comme ça. Alors, c'est vraiment le cœur. Il y a pratiquement des aimants partout. Il y a des aimants partout, exactement. Il y a plus que 1200 éléments comme ça. Chacun pèse 30 tonnes, 15 mètres de longueur et un champ magnétique maximal de 8,3 Tesla. Alors ce que l'on voit ici, c'est juste un petit segment d'un dipôle qui est beaucoup plus long que ça. D'accord. Mhm. Alors, cela fait un gigantesque système cryogénique, non? Alors il y a pratiquement une température cryogénique tout autour de la longueur des 27 km. Oui. Alors on verra plus tard des câbles supra. Il y a 1200 tonnes de câbles supra. Ouais, et il faut 130 tonnes de l'hélium suprafluide pour refroidir toute la masse à 1,9 degrés Kelvin. C'est vraiment... Alors je propose que l'on se déplace pour voir comment se présentent les bobines et aussi les éléments focalisants du LHC. Alors nous voici devant un quadrupole du LHC qui sert à focaliser les deux faisceaux. Alors le principe de cette focalisation, on l'avait expliqué dans la séquence 3.2, mais pourquoi est-ce que c'est important de focaliser les faisceaux de l'accélérateur, Tobias? Alors, on revient ici sur la luminosité, on en a parlé déjà. La luminosité est inversement proportionnelle à la surface commune des deux faisceaux de protons. Alors, c'est pourquoi il faut les focaliser, réduire. Ici, on voit très bien une section d'un aimant quadrupole qui est responsable pour la focalisation. On voit très bien les 4 pôles ici, 2 pôles sud, 2 pôles nord. Et maintenant, il y a 2 versions de cet aimant. Une qui est responsable pour la focalisation dans la direction verticale et l'autre dans la direction horizontale. On alterne les deux pour avoir enchaîné les deux pour avoir une focalisation optimale. Alors là, on voit les bobines qui vont... le fil va en effet dans cette direction-là, non? Exactement. Alors là, en effet, on a une section d'une telle bobine. Est-ce que tu peux nous expliquer les ingrédients de cette bobine? Oui. Alors, tous les bobines sont composées des câbles supra. C'est très important, des câbles supra. Il y a, comme on a dit, les 1200 tonnes de ces câbles qui sont en effet composés des brins,
hein, avec un diamètre à peu près 1 mm. Et les brins eux-mêmes sont composés des filaments qui sont 10 fois plus minces qu'un cheveu humain. C'est-à-dire à peu près 10 microns de quelque chose comme ça. Il y a... c'est quel matériel oui, c'est en niobium titane. Ouais. Et il y a une couche de cuivre autour. Et tout cela est normalement mis dans une sorte de stabilisateur en aluminium, c'est pour ça que c'est un peu gris là. Oui. Ok, alors ceci sert à embobiner les parties actives des aimants, mais aussi à transporter le courant autour de l'accélérateur, non? Exactement, on a ça partout dans l'accélérateur. En effet, si on prend la longueur totale des filaments, c'est une longueur astronomique, on peut aller au soleil au retour 5 fois avec ça. C'est vraiment incroyable tout cet effort que l'on fait pour produire les particules que tu cherches, non? C'est en effet à cela que ça sert. Alors il reste un élément de l'accélérateur que l'on n'a pas encore couvert, c'est les éléments accélératrices eux-mêmes. Alors je te propose de nous déplacer pour voir comment ça a l'air en vrai. Alors dans cette petite animation vidéo, on voit un cryostat qui contient 4 éléments supraconducteurs qui sont des résonateurs de radiofréquence. Alors il y a la radiofréquence qui entre par les guides ondes et qui font un champ électrique de la bonne polarité tel que le faisceau est accéléré dans la direction de son mouvement. Alors voici un de tels éléments. Alors Tobias, tu peux nous expliquer un peu les éléments de cette cavité de radiofréquence? Voilà, une telle cavité, et comme tu as dit, le rôle principal est d'accélérer les protons d'une énergie de 450 GeV, c'est l'énergie, les protons entrent dans les LHC, jusqu'à 7 TeV, c'est l'énergie maximale. Et ici, on voit les guides d'ondes, la radiofréquence générée au klystron, entre ici et sort ici. Ce sont des 400 MHz pour le LHC. D'accord. Alors, à l'intérieur, il y a une onde stationnaire qui va s'installer et avec la bonne polarité, avec le bon temps d'arrivée du faisceau, on va avoir une nette accélération dans la direction du champ électrique. Alors, comment on synchronise cette onde avec le passage du faisceau? Alors, c'est très important qu'on a des faisceaux monoénergétiques. Alors, il faut synchroniser les protons, l'énergie. Et si le proton a la bonne énergie, entre dans le bon moment, il n'y a pas d'accélération. Si on est au niveau si on a déjà l'énergie maximale, mais si les protons arrivent trop tôt ou trop tard, ou l'énergie est un petit peu trop grande, trop petite, il y a une accélération où on peut ralentir les protons pour avoir vraiment une énergie idéale. Tout cela est automatique quand les protons entrent dans la phase croissante du champ électrique, comme on avait vu un peu dans le module 3.2. Alors cette structure accélératrice, le résonateur et aussi ce qui est autour sont en cuivre. Ils sont aussi dans un cryostat qui les met à la température de l'hélium liquide, ce qui rend le cuivre supraconducteur. Alors pourquoi est-ce que c'est important que cette structure-là, elle aussi, soit supraconductrice? Alors c'est très important qu'on a une résistance ohmique minimale pour qu'on n'ait pas d'absorption de puissance des ondes. Ah d'accord, c'est-à-dire que les ondes radiofréquences arrivent sans perte du klystron jusqu'au faisceau pratiquement. Exactement. Voilà. Alors merci beaucoup Tobias pour cette visite et pour cette démonstration des éléments du LHC. Ceci conclut cette séquence vidéo et dans la prochaine séquence, on va commencer de discuter la détection des particules.